Tu vois ce poisson affreusement moche, c'est un poisson ogre. Il vit à 5000 mètres de profondeur, là où la pression est tellement élevée que si tu y étais, tes organes se retrouveraient instantanément broyés. Et pourtant, ce poisson arrive à vivre peinard. Et tout ça grâce à la structure de son corps extrêmement solide et à sa grande tête aplatie bien épaisse. Mais là, tu peux te demander en quoi sa tête aplatie l'aide à résister à la pression. Eh bien, cette forme permet de répartir la pression de manière uniforme sur l'entièreté de son crâne et éviter qu'elle soit localisée en un point précis. Mais malgré sa grande mâchoire, il doit se cacher des plus gros prédateurs. Et pour ça, il peut compter sur sa peau qui peut absorber jusqu'à 99,5% de la lumière grâce à ses mélanosomes capables de créer et de stocker la mélanine qui est responsable de notre couleur de peau. Mais les siens sont beaucoup plus efficaces que les nôtres car ils sont plus grands et mieux ordonnés, ce qui fait de lui un véritable ninja des abysses. Puisque même à la lumière du jour, on a du mal à voir autre chose que sa silhouette. Alors tu te doutes bien que dans les abysses, on le voit quasi pas. Mais il y a plein d'autres moyens de survivre dans les abysses, que ce soit par un camouflage, une supervision ou avec un corps gélatineux. Et bien justement, dans cette vidéo, on va voir 6 de ces moyens de survivre avec des poissons plus hideux les uns que les autres qui ont développé comme lui cette apparence digne de Yu-Gi-Oh pour survivre à la pression, puisque toutes les créatures des abysses ont des têtes horribles. Je pense qu'on est d'accord pour dire que t'as pas trop envie de l'avoir comme coloc ce poisson. Et ce poisson justement, c'est le poisson vipère. C'est un grand type de poisson abyssal connu pour leur très grande mâchoire couverte de longues dents. Ces dents, en plus d'être gigantesques et acérées, lui servent à capturer et à retenir ses proies. Comme elles font quasiment la taille de sa tête, en fermant la bouche, ses dents peuvent lui servir de barreau pour empêcher ses proies de ressortir avant de les manger. Et qui possède une colonne vertébrale flexible qui lui permet d'aller très vite dans l'eau pour chasser le plus de poissons possible. Mais pourquoi avoir besoin d'un tel attirail de chasse? Eh bien, dans les abysses, la nourriture se fait très rare. Donc si par chance il croise un poisson, il doit pouvoir le manger pour survivre. D'ailleurs, pour se protéger des plus gros prédateurs, car il a une série d'organes bioluminescents qui sont placés sous lui pour lui permettre de se cacher. Et là, tu peux te demander comment émettre de la lumière peut te cacher. Parce que jusqu'à preuve du contraire, créer de la lumière, ça sert juste à dire « Eh oh, je suis là, venez me manger !» Donc pas très discret. Et bien en vrai, dans la zone où vit ce poisson, il y a encore une faible lumière qui arrive de la surface. Donc quand un poisson passe au-dessus d'un autre, il cache cette lumière et se fait détecter. Mais le poisson vipère est plus malin. Il produit de la lumière sous lui quand il passe au-dessus d'un autre. L'ombre est donc cachée et il passe donc incognito. Mais il est tout sauf spécial. Je suis spécial! Fake, non? Puisque plein d'autres poissons font ça, comme l'Argyropellecus par exemple. C'est d'ailleurs pour ça que le poisson revenant a développé une des visions les plus performantes des abysses pour les détecter malgré tout. D'ailleurs, petite question pour toi, où sont ses yeux? Si t'as répondu ces deux petits trous, bah t'as perdu, car ce sont en réalité ses narines. Ses vrais yeux sont les deux globes situés dans son crâne visqueux. C'est d'ailleurs de ce crâne mou et bioluminescent qui donne son nom à ce poisson, puisqu'il fait vaguement penser à un fantôme. Ouais, ils étaient pas inspirés du tout pour le nom. Mais comme je te l'ai dit, ses yeux pourrait lui permettre de trouver le poisson vipère malgré son camouflage, car ils sont en permanence tournés vers la surface et capables de différencier la bioluminescence de la lumière atmosphérique. Tout ça grâce aux pigments jaunes de ses yeux, qui lui permettent de différencier les longueurs d'onde et de détecter les petits sournois qui essayeraient de se cacher comme le poisson vipère. Une fois qu'il les aura détectés, il va alors basculer à la verticale pour aller les attraper. Jusqu'à maintenant, on n'arrivait pas à l'étudier puisque son crâne mou, adapté à la pression des abysses, explosait lors de chaque remontée à la surface, ce qui nous a longtemps fait penser que ses yeux étaient immobiles. Mais par miracle, on a pu remonter un poisson vivant, permettant de confirmer la mobilité des yeux du poisson. Et pour info, le poisson est mort juste après. Une minute, ça fait pas deux poissons que tu nous présentes qui n'ont pas du tout la tête aplatie comme le poisson ogre. Alors pourquoi eux ne se font pas écraser par la pression comme tu le disais en début de vidéo? Eh bien, c'est parce que je vous ai menti. C'est quoi? Et oui, en réalité le poisson ogre, comme la grande majorité des poissons que je vous présente dans cette vidéo, survivent à la pression qui tente de faire rentrer l'eau dans les cellules grâce à l'oxyde de triméthylamine, un nom bien compliqué que je n'ai pas du tout galéré à prononcer, aussi appelé TMAO, qui protège leurs biomolécules jusqu'à 8000 mètres de profondeur. D'ailleurs, c'est le TMAO qui est responsable de l'odeur du poisson pas frais. Viens me le dire ici qu'il est pas frais. Maintenant, ce détail éclairci, je vous présente le poisson le plus hideux de tous les temps, le blobfish, que tu as forcément déjà vu quelque part, puisqu'il a même été nommé le poisson le plus moche du monde depuis 2013, à cause de sa tête, disons, étrange. Sérieusement, on dirait pas un peu le nez des villageois dans Minecraft? Enfin bref, c'est une petite célébrité à force de se faire critiquer sur internet, mais est-ce que tu l'as déjà vu dans l'eau? Eh bien on peut dire que son apparence est bien différente. Eh bien c'est car son corps sans os et sa peau gélatineuse lui donnent cet aspect hors de l'eau, car la peau se détend, alors que dans
l'eau, elle est compactée par la pression. De plus, quand on le ramène des abysses, la décompression ne lui fait pas de cadeau. Et on a donc ce résultat à l'arrivée. C'est très clairement un giga Chad. Ce qu'on sait moins par contre, c'est que sa peau gélatineuse est légèrement moins dense que l'eau, ce qui lui permet de flotter au-dessus du plancher océanique, sans nager et donc sans dépenser sa précieuse énergie, ce qui est une priorité dans les abysses. Une des autres grandes priorités dans les abysses, c'est de trouver de la nourriture, car à cette profondeur, on n'en trouve que très peu. Il faut donc manger beaucoup et dès que possible. Et ça, le grand Tavaleur l'a bien compris, puisqu'il peut étendre sa mâchoire pour avaler des proies qui font jusqu'à 4 fois sa taille. Lui, au moins, il aurait aucun mal à finir 2 gigatacos. Et pour stocker ce repas, il compte sur son ventre qui est élastique, qui est fait spécialement pour accueillir le plus de nourriture possible. Mais ce poisson a souvent les yeux plus gros que le ventre, car on l'a découvert pour la première fois quand un de ces poissons avait mangé une proie si grosse qu'elle s'est décomposée avant d'être digérée, libérant au passage plein de gaz qui ont fait gonfler le poisson, le faisant remonter et flotter à la surface de l'eau, dans un état horrible et accompagné d'une double odeur de cadavre digne des plus gros puants de League of Legends. Mais ce n'est pas le seul poisson à avoir une méthode spéciale pour la chasse, puisque la baudroie, elle, se sert de bioluminescence pour attirer ses proies, grâce à des organismes qui produisent de la lumière situés juste ici, et qui vivent en symbiose avec la baudroie. Ces bactéries créent alors un complexe entre deux protéines, la luciférine et la luciférase, qui s'oxyde et devient instable, ce qui libère des photons et donc de la lumière. D'ailleurs, seule la femelle possède cet organe qui lui sert à attirer les mâles pour la reproduction. Ces derniers vont s'accrocher à la femelle et entièrement se faire digérer jusqu'à ce qu'il ne reste plus que leurs testicules, qui vont servir de spermathèque à la femelle. Et comme si ça suffisait pas, le mâle est petit, fragile, a peu de chances de survie et a une mâchoire très peu efficace, soit tout l'opposé de la femelle. Autant dire que l'égalité des genres chez la baudroie, ça existe pas du tout. Heureusement pour lui, s'il ne trouve pas de femelle pendant une longue période, il se met à grossir et à produire de la lumière et devient donc une femelle. Mais la baudroie ne crée pas elle-même de la lumière, puisque comme je te l'ai dit, ça vient de petits organismes, contrairement au dragon abyssal. Et ouais, c'est un nom qui claque. Mais bon, son nom scientifique c'est Malacostus, donc on va juste l'appeler dragon abyssal. En plus de produire de la bioluminescence comme pas mal de poissons, il produit de la bioluminescence rouge, ce qui est très rare, puisque la majorité des poissons bioluminescents et des organismes bioluminescents de manière générale font de la lumière bleue ou verte, mais quasiment jamais des autres couleurs. Et ce poisson aussi crée de la bioluminescence bleue et verte grâce à ses photosphores, des organes qui, pour rappel, sont responsables de la bioluminescence, mais les siens contiennent des pigments fluorescents qui absorbent la partie bleue de la lumière émise par le poisson pour ne laisser passer que le rouge. Et cette lumière rouge émise est très spéciale, puisqu'elle se situe à la limite de notre vision. Elle est quasiment infrarouge, ce qui permet au dragon abyssal de voir sans être vu, car dans les abysses, la plupart des poissons ne détectent pas ou très peu la lumière rouge. Et ça lui permet aussi d'avoir une sorte de vision nocturne, qui doit remplir deux critères. 1. La production de lumière rouge, donc on l'a vu juste avant, et 2. La capacité de voir cette dernière, qu'il a en utilisant un principe de fluorescence inverse assez compliqué. Et bien sûr, il produit aussi de la bioluminescence verte juste à côté, mais qui lui sert complètement à autre chose. Et si tu veux en savoir plus sur la bioluminescence de manière générale, je te conseille la première vidéo de ma chaîne sur le sujet, elle pourrait sûrement t'intéresser. Et désolé pour le manque d'activité sur cette chaîne ce mois-ci, mais entre le bac de français et pas mal de remises en question sur ma manière de faire les vidéos, j'ai pas trop eu le temps d'en faire. Mais normalement, les mois à venir, il devrait y avoir plus de vidéos, puisque je vais pas mal expérimenter de nouveaux concepts. Merci d'être encore ici, salut! Car ce son en réalité c'est Narine.